Salut Paulin, bienvenue pour le lancement du podcast. Ravi de t'avoir avec nous. Comment est-ce que tu vas? Bah écoute, salut Martial, ça va super bien de mon côté. J'espère que toi aussi. Moi, ça va très bien. C'était presque un choix évident d'inaugurer le podcast avec toi, puisque tu es un amoureux du BCUS. Raconte-nous un peu ton parcours dans le basket et surtout au sein de ce club qui t'est si cher. Bah déjà, merci d'avoir pensé à moi et merci de l'invitation pour ce projet. Et puis je trouve ça sympa de pouvoir partager ensemble un petit peu mon vécu autour du club. Donc déjà, je trouve que ta question est plutôt bien posée, avec notamment le terme d'amoureux du BCUS, puisque c'est effectivement le cas pour plein de raisons, et on détaillera par la suite. Mais moi, ça fait allez, une quinzaine d'années, voire même peut-être entre 15 et 20 ans que je suis dans ce club, même si à l'heure actuelle, j'y suis plus, hein, mais voilà, il est dans mon cœur tous les jours. Et voilà, j'ai rejoint le club en U11, dans la catégorie U11, en arrivant en Limousin. Et puis ensuite, j'ai évolué dans les différentes catégories du club en U13, en U15. Après en U15, j'ai fait un petit passage express au Limoges CSP pour jouer en championnat de France une année. Je suis revenu par la suite jouer en cadet. Des années qui sont d'ailleurs gravées dans ma mémoire et symboliques pour différentes raisons, et notamment le fait que il y a plein de coéquipiers de cette époque-là qui sont encore à l'heure actuelle des amis proches de mon entourage. Et puis ensuite, en senior pendant plusieurs années. On a commencé d'ailleurs sur un double projet au départ où on était sur notre fin de cursus cadet, et l'objectif c'était de faire monter en même temps en parallèle l'équipe senior au fur et à mesure. Voilà, au moins au départ c'était en région. Donc si je dis pas de bêtises, on a commencé à jouer en senior au meilleur niveau départemental en même temps que cadet. On a fait monter l'équipe avec les seniors de l'époque en région, et puis les saisons ont suivi et les montées ont été successives pour arriver jusqu'en pré-national. Et puis à l'heure actuelle, cette équipe-là joue toujours en pré-national depuis maintenant plusieurs années, et brille au niveau régional et maintenant au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, en jouant depuis quelques saisons les premières places à ce niveau-là, dans le championnat pré-national garçon. Voilà pour le côté un petit peu cursus de joueur au sein du club. Du coup, tu nous as surtout parlé de ton parcours de joueur au sein du BCUS, mais maintenant, beaucoup, je pense, te connaissent en tant qu'entraîneur, entraîneur diplômé d'État. Parle-nous aussi un peu de ce côté coaching et qu'est-ce qui t'a donné envie de t'orienter vers ça plutôt que de continuer à jouer en pré-national? Alors effectivement, en parallèle de mon cursus de joueur au sein du club, j'ai été amené au fur et à mesure à encadrer des équipes de jeunes, des jeunes basketteurs. J'ai commencé notamment par le départ, comme on dit, c'est-à-dire sur de l'école de basket, sur l'école de basket du club, sur les 11 du club. Alors après, l'envie, je pense qu'on me l'a donné en fait, c'est-à-dire qu'on m'a un petit peu amené à ça. Les entraîneurs de l'époque sur ces catégories-là, qui étaient Christophe Ruby et puis Laurent Roulier, m'ont proposé de venir donner un coup de main sur les entraînements, et puis de fil en aiguille, euh, j'ai aimé ça, j'ai aimé le fait d'encadrer, le fait de transmettre aussi ce que je pouvais connaître, le fait de partager aussi. Et voilà, de fil en aiguille, je crois que je me suis bien pris au jeu, et c'est devenu au fur et à mesure une vocation, puisque, comme tu le disais, j'étais amené à me développer en passant les différents diplômes fédéraux, jusque là au diplôme d'État, et à ce que ça devienne maintenant mon métier. Félicitations à toi déjà pour ça. Du coup, tu as fait ton parcours d'entraîneur chez les jeunes à Saint-Léo. Après, tu t'es exporté vers le LABC. Qu'est-ce qui t'a poussé à partir dans un autre club? En effet, ce qui m'a poussé à partir du PCUS Saint-Léonard pour
arriver jusqu'aux images ABC, c'est déjà la première chose, c'est un coup de fil avec une vieille connaissance à moi qui m'a appelé pour me proposer de rejoindre le club. Quand je parle de vieille connaissance, c'est parce qu'en fait c'est Bertrand Jardin que j'avais eu quand j'étais plus jeune joueur en sélection départementale qui m'a sollicité à ce moment-là pour rejoindre le club et puis qui m'a mis également un vrai pied à l'étrier pour rejoindre déjà la structure et ensuite pour apprendre dans l'entraînement, dans le coaching et puis pour faire grandir cette motivation que je pouvais avoir pour on va dire, les prémices du métier d'entraîneur. Donc c'est ça. Et puis après, il y avait aussi ce côté où, venant d'un petit club, on va dire de campagne, il y avait l'envie aussi d'intégrer une structure un peu plus importante, ce qui était le cas du Limoges ABC, qui était à l'époque en Ligue féminine 2 et le fer de lance local sur le basket féminin. Donc au niveau de l'équipe Fagnon et également au niveau de la formation et des équipes de jeunes. Et par rapport à ça, par rapport à ton parcours de coach au LBC, qu'est-ce que le BCUS a pu t'apporter par rapport à tout ça? Est-ce que c'est un peu ce qui t'a lancé sur ta carrière de coach ou est-ce qu'en parallèle, tu continuais à jouer avec, comme tu disais, les entraîneurs qui t'ont poussé? Est-ce que aussi ils t'ont aidé à progresser dans ta carrière de coach? Ouais, c'est une très bonne question. Je pense qu'il y a un peu de tout ça en fait qui m'a permis de me lancer au BCUS, c'est qu'on m'a, je pense, transmis la fibre et transmis la volonté de partager, d'encadrer et aussi l'esprit club, l'esprit voilà d'être là pour transmettre pour les plus jeunes. Évidemment, j'ai été influencé par les différents coachs que j'ai pu avoir au sein de mon cursus de joueur. Et ça m'a forcément impacté un petit peu dans mes façons de faire au départ. Et puis après, je me suis nourri de toutes les expériences que je pouvais avoir effectivement en tant que joueur et au fil des années en tant qu'entraîneur avec les entraîneurs référents que j'avais autour de moi. Notamment donc à Saint-Léonard, beaucoup avec Laurent Roulier, qui se reconnaîtra, qui m'a apporté beaucoup d'éléments, que ce soit des éléments aussi bien techniques que des éléments dans l'encadrement de groupe, dans la gestion, et voilà, des billes, tout simplement des billes pour commencer, puisque quand on est jeune coach, forcément on tâtonne, forcément on apprend sur le tas, mais on apprend également énormément grâce aux autres et grâce notamment aux entraîneurs qui sont un petit peu plus chaperonnés, qui sont un peu plus pardon, un petit peu plus anciens dans le job quoi. Et justement, tu parlais d'Esprit Club, toi qui du coup a joué un peu au CSP avec le Pôle Espoir, qui a entraîné au LABC et qui maintenant est dans une structure pro à Charleville. Euh, cet Esprit Club dont tu parles au BCUS, est-ce que tu le retrouves dans d'autres clubs ou est-ce que peut-être que ça appartient plus justement à des petits clubs de campagne comme tu le disais tout à l'heure? Alors en fait, chaque structure est différente, chaque structure a ses spécificités et effectivement en fonction de la dimension de la structure, en fonction de la nature de la structure. L'esprit club, comme on l'appelle là, n'est pas forcément le même, dans le sens où un club professionnel n'a rien à voir avec un club, on va dire, amateur, euh, avec une petite structure, avec forcément peut-être moins de licenciés, tout ça. Néanmoins, je pense qu'il y a aussi des similitudes et on retrouve des choses qui sont identiques dans tout ce qui est tous les aspects humains, tous les gens qu'on peut côtoyer au quotidien, tous les gens qu'on peut rencontrer. Et après, forcément en fonction des structures, il y a plus ou moins de transversalité, il y a plus ou moins de liens sur toutes les équipes. Les gens se connaissent peut-être plus facilement dans des structures un petit peu moins grandes. Euh, Se connaissent peut-être plus de par le fait d'avoir une vie de village.
de ville. Donc par exemple, c'est le cas à Charleville, qui est une petite ville où les gens se connaissent tous plus ou moins, de près ou de loin, mais voilà, qui serait peut-être pas du tout le même esprit dans des grandes villes, dans des villes très importantes. Et puis après, voilà, il y a des philosophies aussi de clubs qui sont différentes, avec des valeurs qui sont différentes. Mais l'aspect l'aspect esprit club, en tout cas, voilà, j'ai ressenti à chaque fois dans chaque club dans lequel je suis passé, à des degrés différents, avec des échelles et des aspects différents, mais voilà, j'ai ressenti à chaque fois. Ouais, t'as aussi une facilité à t'intégrer et à mettre la bonne ambiance. On nous connaît bien, Paulin, ici. Tu nous parles des différences d'esprit club, où il y a un esprit club à chaque fois et on voit que toi, tu as été heureux partout où tu es passé. Euh, Parle-nous un peu de la différence entre le basket limousin, donc toi, tu as fait BCUS et l'ABC, et le basket que maintenant tu côtoies à Charleville. Les différences sont liées forcément au territoire et aux réalités du territoire. C'est-à-dire par exemple, si je dois parler maintenant du territoire dans lequel j'évolue, c'est-à-dire au niveau du comité des Ardennes et ensuite pour aller un petit peu plus large de la Champagne-Ardenne et du Grand Est, on est sur des territoires qui sont assez différents avec forcément une base de licenciés très différente que en Limousin et si on doit comparer les territoires aussi dans le que ce soit Nouvelle-Aquitaine ou Grand Est, il y a des spécificités bien entendu parce que par exemple ici il y a beaucoup moins de licenciés que là d'où je viens avant, c'est-à-dire en Haute-Vienne. Donc forcément, il y a un impact direct sur les championnats, la masse au niveau des équipes, qui se ressent automatiquement aussi au niveau de la qualité des joueurs et des joueuses. Il y a de très bons joueurs et de très bonnes joueuses ici, mais la masse est un peu moins importante, donc forcément, il y a peut-être un petit peu moins de bons joueurs et de bonnes joueuses sur cette échelle-là. Et puis après, au niveau des styles de basket, là, il y a peut-être quelques spécificités, mais il y a pas énormément de changements par rapport à ce que j'ai vécu avant. Ici, dans les Ardennes, dans le style de jeu proposé. Par contre, si on va juste à côté, c'est-à-dire notamment en Alsace, il y a un style de jeu qui est différent, assez différent du nôtre et qu'on peut aussi identifier un petit peu au style de jeu qu'on peut retrouver dans le sud-ouest, donc dans le sud de la Nouvelle-Aquitaine, avec voilà, des joueurs et des joueuses qui sont habitués à jouer sur le tout-terrain, à défendre fort, à avoir une certaine grinta. Voilà, c'est demander de défendre très fort, de mettre beaucoup les mains, avec un jeu de relance qui est favorisé. Donc voilà, il y a des styles de jeu qui peuvent aussi se dessiner un petit peu en fonction de ça. Et puis après, voilà, ça reste le dénominateur commun reste bien entendu le basket. Ça reste le même sport avec des petites particularités liées au territoire, bien entendu. On va revenir un peu sur ta période de BCUS. C'est quoi ce que tu retiens le plus, soit au niveau de ton parcours joueur ou entraîneur, la chose qui t'a le plus marqué et auquel peut-être tu penses régulièrement quand tu penses au club? C'est ce qui me vient immédiatement, c'est que ce club, au-delà de ce qu'il a pu m'apporter au niveau basket, j'en garde énormément de liens au quotidien, dans le sens où énormément de mes amis, euh, je les ai rencontrés via le club en fait, via les différentes équipes que j'ai pu côtoyer, les différentes catégories dans lesquelles j'ai évolué et encore des amis avec qui j'ai pu jouer à l'époque en U13, en U15, toutes les années aussi cadets. C'est des gens que je côtoie encore au jour le jour régulièrement et donc c'est ça forcément qui me marque le plus. C'est les liens qu'on a pu garder via le club. Après,
Ce que je retiens aussi, c'est forcément toutes les expériences sportives et donc humaines, puisque j'en parlais juste avant, que j'ai pu vivre grâce à ce club. En fait, ça a été pour moi une rampe de lancement pour évoluer par la suite. Et c'est pour ça que je m'intéresse toujours au club, que je m'y intéresserai toujours, que j'essaie de me tenir un petit peu au courant de ce qui peut se passer. Et voilà, d'y revenir toujours dès que je peux avec le plus de plaisir possible parce que voilà, j'en garderai, je pense, des liens à vie. Et bah, et bien au-delà du basket et bien plus fort que le basket et simplement le basket. Le basket, c'est vecteur de bien des choses. Et voilà, pour mon cas, c'est vecteur de notamment beaucoup d'amitié avec différentes personnes qui perdurent à l'heure actuelle et qui, je n'en doute pas du tout, perdureront, euh, j'espère, toute la suite de ma vie. Parmi tous tes souvenirs, toutes ces amitiés que tu as créées, j'imagine quand même qu'il y a un petit moment, un petit quelque chose qui t'a vraiment marqué. Ça peut être un match très tendu avec tes coéquipiers, ou si tu avais une anecdote à nous sortir de ton parcours au sein du club de Saint-Léonard, ça serait laquelle? Alors là, c'est vraiment une question difficile parce que j'ai pas une anecdote en tête, j'en ai plein. Donc je crois que les gens font un classement et un top 10 ou un top 5, mais j'en ai vraiment plusieurs qui me viennent en tête. Bon, il y a beaucoup d'anecdotes en étant cadet, avec des matchs très accrochés où on jouait à l'époque les premières places contre des clubs comme le CSP et les PTT. Il y a notamment eu ce match à la Halle des Sports, cette demi-finale de Coupe du Limousin où on rencontre la SPTT et où après un match dantesque, eh bien on s'incline après prolongation de très peu contre la SPTT avec aussi plein de gars qu'on connaissait en face et qu'on a joué pendant des années, qu'on côtoie toujours, qu'on croise toujours et avec qui ça a toujours été un plaisir de partager aussi. Donc ça, c'était un super match. Après, il y a un buzzer beater aussi qui marquera toujours. C'était justement dans cette période où on cherchait à faire monter l'équipe senior au fur et à mesure dans les différents niveaux régionaux et où on se déplace un dimanche après-midi dans la belle salle d'Aubusson et où on joue sur un sur un terrain qui est sur un sol comme un carrelage assez particulier dans une salle des fêtes. Ceux qui ont joué connaissent. Et en fait, l'enjeu est très simple. Il faut gagner pour rester en course pour la montée. Et si on perd, ben, on se complique énormément les choses. Et sur ce match-là, Nicolas Mogard, pour ceux qui connaissent et qui d'ailleurs maintenant qui dirige maintenant le club, si je ne dis pas de bêtises, avec d'autres personnes, et ben elle sort un énorme tir de son chapeau, un tir à 3 points, quasiment au buzzer, dans un angle improbable à 0 degré, score, et puis qui nous permet de gagner le match, qui nous permet de continuer, ça reste. Après, il y a eu des matchs aussi particuliers. Tous les déplacements en Creuse, je crois qu'ils étaient particuliers. Jouer dans le hangar de Bona et puis aller se toucher dans les douches du stade de foot glacé en plein hiver, c'était particulier. Je me souviendrai toujours aussi d'un après-match. Alors je pourrais pas dire la ville exacte dans laquelle on avait joué en Creuse, mais où un de mes coéquipiers avait pris un plein plaisir à la fin du match à voilà, jouer beaucoup avec les douches et peut-être même en arracher certainement une. Puis on avait vite filé après le match parce que voilà, on avait certainement peut-être un petit peu poussé la douche dans ses derniers retranchements quoi, de joie et de franche camaraderie après le match. Puis après il y a eu voilà, c'est plein de tranches de vie avec
plein de soirées partagées, plein d'après-entraînements. Donc il y a forcément plein d'anecdotes qui sont générées autour de ça, comme notamment un coach que je ne citerai pas, mais qui avait une proportion impressionnante à finir souvent les entraînements très peu vêtus. Ils se reconnaissent pas, et ça, voilà, et c'est pas une anecdote parce que c'était quasiment tous les entraînements à une certaine période, et ça c'était plutôt drôle. Puis voilà, c'est plein de choses, c'est des covoiturages aussi avec des coéquipiers pour aller aux entraînements, c'est des tranches de vie, donc il y a énormément d'anecdotes, et ça pourrait presque être un autre podcast avec un top 5. Un top 5. Il y a aussi une anecdote que j'ai pas vécue, mais dont j'ai souvent entendu parler, notamment d'une victoire et d'un après-match fêté à l'Antares pour ceux qui connaissent. Alors l'Antares ou certainement un autre nom parce que ça changeait souvent à l'époque, et où voilà, jusque tard dans la nuit, les systèmes avaient été récités sur la piste de danse. Et où voilà, la victoire avait été très bien célébrée. Je pense que certains aussi se souviendront de cette soirée-là. Voilà, pour les quelques anecdotes, il y en a plein d'autres. C'est les premières qui me sont venues en tête. On sent bien que dans toutes ces anecdotes, comme tu dis, c'est des tranches de vie. Au-delà du basket, on sent vraiment que c'est des amitiés qui se sont créées. Pour revenir sur le coach qui se dénude très facilement à la fin des entraînements, bon, on sait tout ce qu'il sait. Et malheureusement, il le fait encore. Ou heureusement, il le fait encore. Je sais pas. Lui dira heureusement. Et pour revenir sur la première anecdote que tu nous as donnée, même pour les jeunes du club à l'époque, je parle du match des PTT, moi je me souviens parce qu'on a à peu près 5 ans d'écart. Moi, en étant jeune, je me souviens encore de ce match et je pense que les personnes qui vous suivaient à l'époque, qui suivaient les cadets à l'époque et qui venaient voir au match régulièrement, je pense que c'est une génération qui nous a tous marqués. Et en plus avec la plupart qui ont continué en senior, avec par exemple Flavien et Mathieu ou Serbe, qui sont encore présents dans le club. Au-delà du basket aussi, on vous a vraiment suivi, on vous a vraiment supporté et ça faisait plaisir à voir. Et on sent encore qu'il y a toujours cette continuité avec cette génération et du coup avec les joueurs de cette génération, donc c'est top. Euh, du coup, C'est beau ce que tu dis. C'est beau ce que tu dis. Et après, voilà, on a aussi été à bonne école entre guillemets parce que on a eu l'habitude nous également. Et c'est là où peut-être voilà, c'est strict club, mais c'est aussi la transmission de génération en génération. Nous, on était habitués à rester dans les salles les week-ends et à aller voir les plus grands jouer. Et nous, on a également été inspirés par des générations et notamment à l'époque où nous on jouait peut-être en U13, les cadets de l'époque, qui étaient pour certains les grands frères de gars avec qui j'ai joué, et qui pareil étaient une bande de potes qui jouaient fort. C'était des équipes qui étaient très performantes sur la scène régionale, et voilà, et tout le monde suivait un petit peu ça, et je pense que ça nous a aussi donné le goût, et ça a été une forme de passerelle peut-être entre générations. C'est des générations qui n'ont jamais joué ensemble, mais en tout cas nous on a été nourris par ça, et on a vu ça quand on était plus jeune, et ça nous a certainement transmis la passion et l'envie de jouer avec les autres. tu nous as dit que tu avais été au Pôle Espoir. Est-ce que tu as ambitionné à un moment de continuer, d'aller un peu plus loin dans ton parcours de joueur ou c'était juste comme ça en étant jeune? J'ai jamais vraiment, mis d'objectif à dire ok, je veux être joueur professionnel, je vais mettre tout ça en place pour être joueur professionnel. C'est pas le cas. Bien sûr, comme peut-être pas tous, mais moi j'avais toujours des petits rêves comme ça, de me dire bon bah ce serait génial de pouvoir vivre ça, de pouvoir vivre de ça et jouer en étant professionnel, mais après il n'y a pas eu de recherche particulière par rapport à ça. Et voilà, très rapidement, je pense que je me suis rendu compte que de toute façon, il n'y avait pas forcément j'avais pas forcément de voix là-dedans, et que c'était pas grave du tout, que de toute manière c'était ma passion avant d'avoir des objectifs à ce niveau-là. Et peut-être que par contre j'ai transféré
l'entraînement et le coaching, et que je me suis dit peut-être que ça sera une autre voie pour continuer ma passion, pour peut-être en vivre et pour essayer d'aller toucher un petit peu plus vers d'autres niveaux, vers plus haut. C'est peut-être il y a peut-être eu ce cheminement-là à un moment. Aujourd'hui, on connaît la période sanitaire qui nous a tous tous affectés là depuis plus d'un an maintenant. Quel impact tu penses que ça aura sur les jeunes ou sur le basket en général, au niveau des associations ou au niveau du niveau des futurs joueurs ou joueuses? J'ai peur que ça ait un impact assez important, dans le sens où ben voilà, on a été stoppé pendant des mois et des mois. Donc il va y avoir des impacts sur, j'en parlais, les différents niveaux de jeu et des progressions qui n'ont pas été possibles tout simplement pour les jeunes joueurs, les jeunes joueuses. On va certainement aussi perdre des licenciés, et notre base de licenciés fédérale va s'en ressent déjà et va s'en ressentir. Et il va falloir remettre les gens dans la pratique. Il va falloir remettre les gens dans des habitudes d'entraînement, de travail. Il va falloir remettre les jeunes dans tout ça, parce que pendant des mois ils ont été stoppés, et peut-être qu'ils étaient aussi dans une forme de voilà de confort, enfin de confort, peut-être pas de confort, mais en tout cas d'impossibilité de pratiquer, et donc peut-être de perdre un petit peu de motivation, d'envie peut-être pour certains. Il faut leur ramener tout ça, leur ressusciter l'envie de revenir sur les parquets, de se réentraîner, de travailler, d'évoluer, et puis de matcher et d'avoir tout ce qui va autour. Donc on croise les doigts déjà pour que la suite soit bien meilleure, hein, qu'on puisse reprendre les choses, on va dire, normalement. Et puis on croise les doigts pour que notre sport se relève le plus rapidement possible. Je pense que ce sera le cas. Mais forcément, il faudra un petit peu de temps pour que tout se remette en route, et que les gens se remettent un petit peu dans leur pratique. Bon, Paulin, tu nous as parlé de pas mal de choses sur ton parcours, tout ça. Moi, je pense qu'on en a appris pas mal sur ce que tu as fait et c'était intéressant. Par contre, on a oublié de parler de quelque chose. On te surnomme le Tigre. Pourquoi est-ce qu'on te surnomme, pourquoi ce surnom? Alors ça, c'est vraiment une très très bonne question. C'est une très très bonne question. C'est en référence à un joueur que j'ai adulé. Donc là, je me place du côté du supporter, lors des voilà, le supporter Limougeau que je suis, lors des différentes saisons du Limoges CSP, où nous avions un joueur qui s'appelle pardon toujours Fréjus Zerbo, qui a été un petit peu la mascotte de ces équipes-là à cette époque-là, et qui s'était auto-surnommé et auto-proclamé le Tigre, Fréjus Zerbo, et voilà, j'ai transféré ça vers moi, avec un petit peu voilà, de malice et d'humour. Et puis est arrivé un autre tigre en ville aussi avec JMK, Jean-Marc Reddy, qui était également auto-proclamé tigre. Donc on était de nombreux tigres à l'époque sur le territoire Limougeau. Et puis voilà, c'est resté en fait tout simplement. Hein. Je sais pas trop pourquoi c'est resté comme ça, mais du coup voilà, pour l'anecdote, Fréjus, je te dois tout. Et Fréjus, encore merci pour ce dernier titre en 2015, et puis pour ce dernier match 5, si je dis pas de bêtises, où tu nous avais régalé et tu avais ramené une partie du titre à Limoges. Limoges, j'en souviens encore. Il y avait plus de Jeter, mais il y avait aussi Fréjus Zerbo, le tigre. Et on sent que même là, c'est encore une petite anecdote bien sympathique que tu nous racontes par rapport à ce surnom. T'es encore tout jeune aujourd'hui, j'imagine que tu as des rêves ou des ambitions. C'est quoi aujourd'hui tes rêves? Mais mes rêves, ils sont au-delà du basket. Ils sont clairement au-delà du basket. Ils sont peut-être
de pouvoir voyager et voir une partie du monde. Et si par ce biais-là, je peux également voir une partie du basket dans le monde, ça me plairait énormément. Et de voir un petit peu les différentes les cultures d'abord, et puis culture basket aussi dans les différents pays. Pouvoir m'imprégner de ça. Et puis après, mon rêve, c'est de simplement être heureux dans ce que j'entreprends, être heureux dans qui je suis et ce que je fais au quotidien. J'ai pas d'objectif particulier. Je me considère comme chanceux parce que voilà, je travaille dans un métier qui est aussi ma passion. Donc bon, il y a des sacrifices et il y a des côtés qui sont peut-être plus contraignants, c'est évident. Euh, mais j'ai quand même la chance tous les jours de faire quelque chose que j'aime. Euh, Quelque chose voilà, qui est ma passion puis peut-être que ça s'arrêtera un moment mais le basket n'arrêtera jamais vraiment puis après on verra. Et puis le rêve c'est peut-être aussi de pas faire que ça, pas faire que du basket parce que le basket c'est une partie de la vie mais c'est pas toute la vie. C'est une partie importante pour nous passionnés du ballon orange mais il y a aussi beaucoup d'autres choses à côté et voilà, c'est un équilibre à trouver que chacun trouve, que chacun estime et puis voilà, la passion restera toujours là, ça quoi qu'il arrive, hein, c'est évident. Donc voilà, et puis mon rêve c'est aussi que les Nets aillent en finale NBA. Donc là, ça commence peut-être à se concrétiser. Et puis j'avais fait un petit pari, c'était que s'ils allaient en finale NBA, je prenais direct un billet d'avion et un billet pour aller voir les finales. Je sais pas si ce sera possible en l'état actuel avec les complications sanitaires. Mais voilà. Non, après, c'est vrai que, voilà, vivre un petit peu aussi le basket américain à un moment, ça me plairait énormément. Si je pouvais, je sais pas, moi, par exemple, y passer quelques mois, ça me plairait. Mais c'est des projets, c'est pas forcément des rêves, c'est pas des choses ultimes, hein, c'est pas des choses ultimes. L'ultime, je pense pas que ce soit uniquement le basket. Donc, voilà. C'est pas forcément précis, mais tu as quelques pistes. Et donc, est-ce que tu as une ambition dans le basket, au-delà du fait que tu voudras peut-être pas faire ça toute ta vie? J'imagine que tu as une ambition peut-être de coacher une équipe pro en ligue féminine ou comme tu disais d'entraîner peut-être un peu dans un autre pays. L'ambition, elle est pas d'aller au niveau à tout prix, en fait. Elle est, si c'est possible, de côtoyer le haut niveau le plus près possible. Si c'est possible, si les conditions me paraissent satisfaisantes et si ça m'apporte quelque chose, mais pas à n'importe quel prix. Si c'est pas possible, c'est pas grave, c'est pareil, c'est pas un but ultime. Mais après voilà, l'idée c'est de faire son bout de chemin en découvrant différentes structures, en découvrant différentes personnes dans ce monde-là, dans ce milieu-là, essayer de voilà, d'aller sur des niveaux qui sont intéressants à coacher, c'est évident. Moi, j'aime beaucoup ce côté formation et ce côté transmission qui est différent du côté peut-être résultat brut, gagne et performance qui est peut-être un petit peu plus le cas dans des niveaux seniors. Donc voilà, s'il y a possibilité aussi de continuer à avancer dans le monde de la formation française sur des centres de formation, ça peut complètement m'intéresser. Après, s'il y a possibilité de coacher effectivement des équipes seniors à un moment ou à un autre, ça sera très bien. Peut-être aussi passer le dernier diplôme d'entraîneur à un moment ou à un autre pour continuer d'évoluer dans ce sens-là. Mais il n'y a pas d'ambition ultime si ce n'est que de me sentir bien dans ce que je fais et de continuer à évoluer sur mon chemin basket tranquillement mais sûrement, étape par étape et pas à n'importe quel prix. Pour terminer ce podcast, parce qu'on arrive à la fin du podcast, je t'ai demandé de nous préparer des petites recommandations. Euh, je t'ai demandé, alors, d'abord, est-ce que tu as un film à nous conseiller? Un livre, un livre éventuellement bon voilà c'est plutôt le côté entraîneur mais je pensais au livre de Phil Jackson là sur son sur son parcours de d'homme
d'entraîneur et puis la philosophie qu'il a mis en place avec les grands compétiteurs qu'il a pu avoir dans les mains. Donc sont bien entendu Michael Jordan, Kobe Bryant, Shaq, pour ne citer que, parce qu'il y en a d'autres, hein, mais voilà, pour citer les plus... Scottie Pippen aussi, bien entendu, hein, mais voilà, ça pourrait être le livre. Bon, Paulin, on arrive sur la fin du podcast. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Rien de particulier à moi, plutôt que le club de Saint-Léonard continue de prospérer, continue d'avancer à son échelle, voilà, on en parlait tout à l'heure, mais l'esprit de club perdure, que plein de belles choses se passent au sein de cette structure-là, que des gens prennent du plaisir à jouer au basket, que des gens se retrouvent autour de ce sport-là. C'est tout ce que je peux souhaiter au club, et j'en serai le premier ravi. Et puis moi, ce que je souhaite, c'est pouvoir suivre toujours ce club qui m'est effectivement cher. Et puis voilà, continuer de suivre un petit peu. Merci beaucoup, Paulin, d'avoir pris du temps pour ce podcast et nous parler de ton parcours. C'était super intéressant et on est hyper content de t'avoir eu pour le premier épisode. Parce qu'on sait à quel point, et tu nous l'as montré, à quel point tu es attaché à ce club. Donc je pense qu'on pouvait pas rêver mieux pour ce premier épisode du podcast. Donc merci encore à toi. On te souhaite le meilleur pour la suite et surtout de pouvoir reprendre le basket le plus tôt possible et dans les meilleures conditions possibles. Donc merci encore, Paulin. Merci à toi, Marcel, et si je peux rajouter un petit mot, déjà je salue ton initiative parce que je trouve que c'est très bien de pouvoir parler du club, parler de ce que les gens ont pu y vivre, et puis simplement dire aussi que voilà, je peux pas citer tous les gens que j'ai côtoyés au sein du club, mais il y en a énormément qui m'ont marqué, auxquels je pense et auxquels toutes mes pensées vont aujourd'hui, qui sont qui ont marqué, je pense, l'histoire du club, l'histoire des gens, tout simplement aussi. Donc d'avoir une pensée très forte pour eux, je pense qu'ils se reconnaîtront pour ceux qui écouteront le podcast. Et puis voilà, te remercier pour cette super initiative. J'ai hâte d'écouter les podcasts suivants, et longue vie au club de Saint-Léonard. Merci Paulin, on va se quitter sur ces mots, je pense qu'on peut pas mieux finir. Merci à toi et on se retrouvera bientôt pour un nouvel épisode de podcast. Salut Paulin. Salut.